bienvenue pour cette exploration de l'épargne salariale basée sur le particulier de mai 2025. On va regarder ensemble comment optimiser ce dispositif. Alors, l'épargne salariale, pour commencer, qu'est-ce que c'est précisément? Eh bien, c'est une manière de se constituer un capital, avec l'aide de son entreprise. Et il y a des avantages fiscaux non négligeables. D'accord. On pense souvent au PEE, le plan d'épargne entreprise. Oui, PEE ou PEI, si c'est interentreprise, et puis le PER collectif, le plan d'épargne retraite. Ce sont les deux principaux, voilà. Et comment on les alimente, ces plans? Ah, alors ça c'est intéressant. Bien sûr, il y a les fameuses primes, participation, intéressement, Mhm. mais aussi les versements volontaires du salarié lui-même. On peut même y mettre des jours de repos non pris, jusqu'à 10 par an. Ah oui. Oui, oui. Et surtout, le gros avantage, c'est l'abandonnement, le coup de pouce de l'employeur. L'abondement, voilà, c'est là où ça devient vraiment puissant, non? L'entreprise qui rajoute de l'argent. Exactement. Ça peut aller jusqu'à 3 768 € par an sur un PEE et même 7 536 € sur le PER collectif. C'est considérable. C'est énorme. L'article parle aussi de la prime de partage de la valeur, la PPV. On peut la verser dessus? Tout à fait. La PPV peut y être affectée jusqu'à 6 000 €. D'accord. Mais attention, petit bémol mentionné, même versée sur un plan, elle compte pour le revenu fiscal de référence. Ah, d'accord. Et ça, qu'est-ce que ça implique, ce revenu fiscal de référence? Ça veut dire que même si la prime elle-même n'est pas taxée à l'impôt sur le revenu si on la place, son montant peut jouer sur le calcul d'autres choses. Comme quoi, par exemple? Par exemple, certaines taxes ou l'accès à des aides sociales. C'est un peu technique, mais il faut le savoir, quoi. Très clair. Bon, alors la question qui tue. Toucher ces primes ou les placer? C'est le choix cornélien. Si on les touche direct, c'est simple. Impôt sur le revenu, comme un salaire classique. Oui, Si on les place, et là, attention, faut décider vite, sous 15 jours en général, 15 jours, d'accord. eh bien, on peut avoir l'abondement et surtout l'épargne générée, les plus-values, sont exonérées d'impôt sur le revenu à la sortie. À la sortie, c'est-à-dire après 5 ans pour le PE. Voilà. Ou à la retraite, ou en cas de déblocage anticipé pour le PR collectif. D'accord. Il reste quand même les prélèvements sociaux, non? Oui, ça, on n'y coupe pas, les 17,2% sur les gains. C'est principalement la CSG-CDRS. Hum. Mais bon, même avec ça, fiscalement, c'est souvent beaucoup plus intéressant de placer que de percevoir tout de suite. Logique. Mais parfois, on a besoin de cet argent avant les 5 ans ou la retraite. L'article évoque des cas de déblocage anticipé. Absolument, et c'est un point important. Il y a les cas classiques, mariage, naissance, Pacs, achat de la résidence principale, rupture du contrat de travail. Oui, ça on connaît un peu. Mais la liste s'est allongée. Maintenant, il y a aussi, par exemple, les violences conjugales, l'aide à un proche dépendant si on est d'aidant familial. Ah, d'accord, c'est nouveau ça. Oui, et aussi la rénovation énergétique de sa résidence principale ou l'achat d'un véhicule dit propre. Donc plus de souplesse finalement. C'est ça. L'idée, c'est de rendre ces plans un peu moins rigides. L'article mentionne même une recommandation de l'AMF pour le PER collectif, autoriser le déblocage pour réparer sa résidence principale après une catastrophe naturelle. Intéressant. Et l'achat de résidence principale à l'étranger, ça marche aussi? Oui, c'est un motif valable. Par contre, pour la fin des droits au chômage à l'étranger, c'est un peu plus flou, ça dépend de l'établissement financier. D'accord. Et pour le PE, une fois qu'on a passé les 5 ans, l'argent est dispo. On fait quoi? Deux choix. Soit on retire tout ou une partie, sans impôt sur les plus-values, hors prélèvements sociaux toujours, Mhm. soit on laisse l'argent sur le plan. Il peut continuer à travailler, à générer des gains, toujours dans ce cadre fiscal avantageux. L'article donne une petite astuce là. Si l'entreprise abonde encore, on pourrait retirer, puis reverser pour reprofiter de l'abondement. C'est ça, c'est une technique possible. Malin. Oui, mais attention, le revers de la médaille, c'est que ça rebloque les fonds pour 5 nouvelles années. Ah oui, forcément. Faut bien calculer son coût. Exactement. Un dernier point important à aborder, le décès du titulaire. Oui, que se passe-t-il dans ce cas? Alors là, les plans s'arrêtent. Pour le PEE, les héritiers ont 6 mois pour demander le déblocage. S'ils le font dans ce délai, ils gardent l'exonération d'impôt sur le revenu sur les gains. Et après 6 mois? Après, les plus-values deviennent imposables. Pour le PER collectif, c'est plus simple. Le capital entre dans la succession classique. D'accord. Et un point de vigilance, si aucun héritier ne se manifeste au bout d'un an, les comptes sont considérés comme inactifs. Inactif. C'est-à-dire? Ça veut dire qu'ils risquent d'être transférés à la caisse des dépôts après 3 ans d'inactivité. Et là, ça devient plus compliqué pour récupérer les fonds. D'accord. Donc, en résumé,
Si on synthétise, l'épargne salariale, c'est vraiment un outil puissant Puissant. pour se constituer une épargne avec l'aide de l'entreprise et un coup de pouce fiscal. Absolument. La clé, c'est vraiment de bien comprendre comment ça fonctionne. Les options de versement, l'abondement, les cas de sortie. Bien mécruser les règles du jeu, en somme. C'est tout à fait ça. Et ça amène d'ailleurs une question intéressante. En creux, combien de comptes d'épargne salariale ou retraite dorment quelque part, oubliés après un changement d'emploi ou suite à un héritage? Bonne question. Ça peut valoir le coup de vérifier sur le site Cyclades. C'est le site de la Caisse des dépôts qui recense les comptes bancaires et d'épargne inactifs. On sait jamais.